On est allé les chercher au bout du monde, pendant plus de 100 ans, du milieu du 19e siècle à la Seconde Guerre mondiale. On les a réduits à l'état de bêtes curieuses, dans des zoos humains. Les humains ont vu partout sur la Terre la même chose, ont porté le même regard sur près de 35 000 exhibés. Au total, au 19e et au 20e siècle, c'est près de 1,5 milliard de visiteurs. Des êtres humains exhibés par d'autres êtres humains. Dans des jardins d'acclimatation, des cirques, des théâtres, des salles d'anatomie. Des expositions coloniales et universelles. Ces hommes et femmes étaient mis sur le même niveau que les animaux. Et donc c'est extrêmement dérangeant. En même temps, il y a eu un conditionnement tel que c'était extrêmement compliqué d'y échapper. Des enfants, des femmes, des hommes ont été mis en scène pour promouvoir la hiérarchisation des races, justifier la colonisation du monde. Pourquoi ça a autant de succès? Pour une raison simple. On vient voir des sauvages qui arrivent de contrées extraordinaires, lointaines, et qui fascinent depuis longtemps pour leur exotisme. Et pour la première fois, on peut les voir en chair et en os. On va leur demander de jouer aux cannibales alors que ces gens qui étaient exhibés n'étaient absolument pas des cannibales. C'est du cinéma, en fait, qu'on leur demande. Avec les zoos humains, le racisme devient populaire, ordinaire. On vient voir le sauvage, toujours plus exotique, plus terrifiant, et désormais mis en scène. Il se nomme Tombo, aborigène d'Australie, Otabenga, pygmée du Congo, Petite Capeline, fuégène de Patagonie, Jean Thiam, Wolof du Sénégal, Marius Kaloé, Kanak de Nouvelle-Calédonie, Moliko, Kalina de Guyane. Comme eux, des milliers de personnes ont été exhibées. L'histoire a oublié leur nom. Vouloir se souvenir, ça ne veut pas dire vouloir culpabiliser les gens. Vouloir se souvenir, c'est avant tout essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes le fruit de cette histoire. Cette petite fille au regard effrayé, nous ne connaissons pas son nom. Seulement le surnom qu'on lui a donné. Petite Capeline. Elle a 2 ans et demi. Un jour d'été 1881, elle s'est fait enlever avec sa mère, surnommée Petite Mère, et d'autres fuégiens de son village, au cœur de la lointaine Patagonie, pour être conduite de force sur un bateau à destination de l'Europe. Petite Capeline est une Amérindienne issue d'un peuple originaire de la Terre de Feu, dans les profondeurs du Chili. Au 19e siècle, les explorateurs qui les découvrent les décrivent comme des sauvages. Puis, à partir de 1870, les colons s'accaparent leurs terres et pillent tout sur leur passage. En quelques années, ils s'emploient à l'élimination de ce peuple dans l'indifférence générale. Les Fuégiens sont aux yeux des Occidentaux des êtres étranges, d'authentiques primitifs que seule une poignée d'aventuriers a eu la chance d'observer dans ces terres reculées. Voilà pourquoi un impresario allemand du nom de Karl Hagenbeck, figure montante des exhibitions humaines en Europe, a décidé d'en présenter des spécimens au public dans plusieurs zoos européens. C'est une grande première qui promet de créer l'événement. Ces êtres humains fascinent parce qu'ils sont présentés comme sauvages, présentés comme
anormaux, présentés comme ayant des difformités ou ayant des mœurs particulières, tels des cannibales. Et là, la fascination est fondamentale pour expliquer le succès des zoos humains, cette attirance pour l'autre, de l'étrange, de l'extraordinaire. Carla Gembeck a passé commande d'un groupe de Fuégiens auprès d'un riche marchand chilien de Punta Arenas, qui recrute une troupe et affrète un bateau pour l'Europe. Petite Capeline est terrorisée. Accrochée au bras de sa mère, elle observe ces hommes qui crient, les bousculent et les forcent à s'entasser pour le voyage. Ils semblent tout droit sortis de ces cauchemars d'enfants. La traversée en bateau, qui va conduire la petite Capeline et ses 10 compagnons vers l'Europe, va durer près d'1 mois. Les conditions sont terribles, il fait froid. Ils sont considérés comme des moins que rien par l'ensemble des marins sur le pont du bateau, mais surtout ils ne savent pas où ils vont. À leur arrivée au port du Havre, en août 1881, ils sont accueillis par Albert Geoffroy de Saint-Hilaire. C'est le directeur du jardin d'acclimatation. Il a entendu dire par Hagenbeck qu'une troupe de sauvages venant de Patagonie débarquait en France avant de se rendre en Allemagne. Il s'y précipite. Il les voit débarquer et immédiatement il a compris. Des sauvages parfaits pour être exhibés au jardin d'acclimatation. C'est pas la première troupe. Depuis 1877, des Lapons, des Esquimaux, des Nubiens sont déjà venus au jardin d'acclimatation de Paris. À chaque fois, un succès immense. Avant d'être un succès public, les exhibitions humaines étaient réservées à une élite. Depuis le XVIe siècle, les Européens font venir de terres reculées des populations jugées étranges et sauvages pour les exhiber. On les montre dans les cours royales et chez les riches aristocrates. Au début du XIXe siècle, la mode des exhibitions ethnographiques se répand dans les foires, les tavernes et les théâtres, touchant désormais un large public. L'exhibition des indigènes des empires coloniaux a commencé à prendre de l'importance au début du XIXe siècle, dans les foires aux monstres. Le meilleur exemple est celui de Sarji Bartman. C'était une femme bushman, également connue sous le nom de la Vénus Hottentote. Elle venait d'Afrique du Sud et était exhibée comme un monstre. Comme la Vénus Hottentote en son temps, les Fuégiens qui arrivent à Paris sont considérés comme des sous-hommes. C'est le point de départ d'une aventure humiliante. Ils passent leur journée enfermés dans un enclos, sous le regard d'une foule avide de sensations fortes. Regroupés autour d'un feu, ils n'ont rien à faire qu'à se laisser regarder. Pour attirer leur attention et observer leur réaction, les visiteurs leur lancent des pièces, comme on jette des cacahuètes à un singe. C'est comme au cinéma, c'est-à-dire que nous sommes devant un spectacle, sauf qu'au cinéma, il y a quand même une certaine distance. On peut savoir que c'est faux, ça a été filmé. Alors qu'à l'époque des zoos humains, on ne sait pas la réalité des autres pays, la façon de vivre de ces personnes. Donc on finit par croire que c'est vrai. Pour les visiteurs qui la découvrent, Petite Capeline n'est pas une enfant à part entière. Elle n'est pas vraiment humaine, puisqu'elle fait partie d'une espèce inférieure, bloquée au plus bas niveau de l'évolution. Les organisateurs présentent les Fuégiens comme des cannibales. La presse se fait le relais de toutes les élucubrations possibles à leur sujet. Articles, affiches et catalogues promotionnels servent aux visiteurs une histoire inventée de toutes pièces. Au jardin d'acclimatation, lorsque les Fugiens arrivent, l'effervescence est de mise. Pour Geoffroy Saint-Hilaire, c'est une carrière réussie. Comme son père qui avait créé le jardin d'acclimatation, comme son grand-père qui avait ausculté la Vénus Hottentote au début du siècle, c'est le couronnement d'une carrière de grand scientifique. Et en plus, le public répond présent.
c'est près de 400 000 visiteurs qui, en quelques semaines, vont se précipiter, vont permettre d'ailleurs aux caisses du jardin d'acclimatation de se remplir, mais surtout de faire, comme on dirait aujourd'hui, un buzz incroyable. Leurs conditions d'exhibition sont dramatiques. Ils ne sont pas du tout habitués au climat de Paris. Et surtout, ils ne sont pas habitués à la foule, au public, au bruit. Certes, on les vaccine. On a peur de perdre la précieuse marchandise. Alors que l'exhibition bat son plein dans le parc du Bois de Boulogne, petite Capeline tombe malade. Elle attrape une bronchopneumonie. Son organisme affaibli ne peut pas lutter. Elle succombe en quelques jours dans les bras de sa mère, au milieu de son enclos. C'est la première fois qu'un enfant exhibé décède au jardin d'acclimatation. L'an 1881, 30 septembre à 4 heures du soir, acte de décès d'un enfant de sexe féminin, âgé de 2 ans et demi environ, né à l'île l'Ermite, terre de feu, issu d'une famille fuégienne. Le soir venu, des funérailles très simples sont organisées. On entoure le corps de la petite Capeline d'une peau de fourrure, peau de bête. On l'enterre à quelques pas du campement, à l'intérieur du jardin d'acclimatation. On allume un grand feu. Et les 10 survivants jetteront de la viande et du pain dans ce feu pour rendre hommage à la petite Capeline. Le lendemain, le spectacle continuera comme s'il n'en était rien. La mère devra oublier sa fille décédée, enterrée à quelques pas de l'endroit où le spectacle avait lieu. Petite Mère et le reste de la troupe sont transportés en Allemagne en train dans des wagons à bestiaux. C'est ce qu'ils sont pour l'administration. Des produits sans droit sur lesquels l'impresario doit payer des taxes en passant les frontières. À leur arrivée à Hambourg, ils sont accueillis par Karl Hagenbeck, l'impresario qui les a fait venir du Chili. La réussite commerciale de l'opération est totale selon lui. Le public raffole des fuégiens, dit-il. Les affaires marchent très bien. À Paris, nous avons plus d'un demi-million de visiteurs. Et à Berlin, j'ai réussi à faire le double en 6 semaines. Karl Hagenbeck a commencé sa carrière en 1874 dans le commerce d'animaux exotiques. Mais sentant l'intérêt du public monter pour les prétendus sauvages du bout du monde, il fait le pari de se lancer dans les exhibitions humaines. Rapidement, il en devient une des grandes références. En 1906, sa fortune lui permettra de construire un gigantesque zoo à Hambourg. Je me rappelle une visite au zoo d'Hagenbeck. J'ai été extrêmement choqué. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au zoo, sur la porte, vous voyez en fait qu'il y a des hommes et des animaux. C'est-à-dire que ces hommes et femmes étaient mis sur le même niveau que les animaux. Et donc c'est extrêmement dérangeant. Mais en même temps, ça vous donne à comprendre pourquoi c'est devenu quelque chose de culturel. Comme à chaque fois qu'une nouvelle troupe est exhibée, les scientifiques affluent pour les examiner. Les fuégiens sont particulièrement intéressants parce qu'ils proviennent d'une région jusqu'alors pratiquement inconnue, qu'on n'en a jamais rencontré, on n'a jamais pu les observer. Et là, pour la première fois, les scientifiques, les anthropologues ont accès au corps. Et c'est une occasion absolument unique pour eux de procéder à des mesures anthropométriques, des mesures du corps des exhibés, qui vont leur permettre donc de construire la théorie des hiérarchies raciales et d'intégrer les populations fuégiennes, la race fuégienne, à l'intérieur de cette hiérarchie. Évidemment, les fuégiens vont se retrouver tout en bas de l'échelle. En Allemagne, Bischoff, qui dirige d'ailleurs la société berlinoise d'anthropologie, va se plaindre que les Indiens soient trop fatigués et ne tiennent pas debout alors qu'il veut les présenter dans son cours. Bischoff va insister auprès de la troupe pour avoir le droit d'examiner le sexe des jeunes filles et des petites filles, ce que vont refuser systématiquement les fuégiens. Il devra d'ailleurs attendre la mort
de 2 d'entre elles pour pouvoir les disséquer et étudier l'ensemble de leur corps. La tournée se poursuit. Après l'Allemagne, les Fuégiens sont envoyés en Suisse. Le désespoir, la fatigue, le froid et les virus affaiblissent même les plus endurants. Ils tombent malades les uns après les autres. À mesure que le temps passe, les morts s'enchaînent. À chaque décès, les savants réclament des morceaux de corps pour les étudier. Karl Hagenbeck est contraint d'arrêter la tournée en 1882. Ces marchandises humaines font peine à voir. Et surtout, le public commence à se plaindre de la mauvaise santé des exhibés. L'impresario ne peut plus les exploiter. Ils étaient 11 à partir, ils ne sont plus que 2 à rentrer chez eux. Pris en charge par une mission anglicane, avec d'autres Fuégiens de la réserve à Punta Arenas au Chili, on tente de les ramener à la vie. Mais ces survivants ont rapporté avec eux un terrible souvenir de leur voyage en Europe. Une maladie pulmonaire qui contribuera à décimer leur peuple, dont le dernier survivant a disparu en 1970. Aux États-Unis, au même moment, le roi des exhibitions humaines se nomme Phineas Taylor Barnum. Depuis 1841, ces spectacles de monstres, les fameux freak shows, déplacent des foules immenses et rapportent une fortune à ce producteur. Il a cette idée incroyable de mettre sur la même scène les populations les plus exotiques et les plus étranges du monde. Les nains, les sirènes, le couple siamois, la femme à barbe, l'homme géant. Tous doivent se retrouver dans une sorte de galerie de l'étrange qui va permettre aux visiteurs de regarder autrement le monde qui les entoure. Une sorte de monde extraordinaire et fantastique. Hollywood n'est pas né que Barnum invente déjà cette fascination pour l'étrange. Barnum a révolutionné le monde du cirque américain en créant son plus grand chapiteau du monde. Un gigantesque cirque ambulant de 5000 places. Et désormais, il compte y faire entrer des sauvages. Pour obtenir de nouveaux spécimens venus des contrées les plus lointaines, Barnum envoie un message à plusieurs centaines d'agences et de consulats américains à travers le monde. Il leur demande de lui fournir des sauvages authentiques. C'est un Irlandais, Robert Cunningham, qui va faire son bonheur. Lorsqu'il prend connaissance du message de Barnum en 1883, il est dans le nord du Queensland, en Australie. Là, vivent les aborigènes, peuple natif du pays, opprimé depuis l'arrivée des colons britanniques au XVIIIe siècle. Privés des droits les plus élémentaires, soumis à la violence de la ségrégation, ils relèvent du département de la faune et de la flore. Le Queensland n'était pas un État à l'époque, c'était une colonie. Ça a été un moment décisif pour les aborigènes qui vivaient sur ces terres depuis des milliers et des milliers d'années, d'innombrables générations, parce que leurs terres étaient confisquées par les Européens. Voilà pourquoi les aborigènes ont dû fuir leur terre natale. De plus en plus de colons sont arrivés et les aborigènes ont commencé à se révolter. C'était une période cruelle pour le peuple aborigène. Dans un campement noir, comme sont appelés les villages fermés dans lesquels les aborigènes sont contraints de vivre, Cunningham fait la connaissance d'un jeune aborigène qu'il baptise Tombo. Ce prénom, Cunningham l'a choisi en référence à une tradition de spectacle américain, les Blackface Minstrels, qui mettaient en scène des blancs au visage recouvert de suie. C'est plus vendeur pour le proposer à Barnum et en tirer un bon prix. Dans ces spectacles, des Blancs se grimaient le visage pour se moquer des esclaves afro-américains. Et sur scène, 2 personnages étaient récurrents. Il y avait Tombo d'un côté et Bones de l'autre. Donner à un aborigène le prénom Tombo était clairement un signal vers le public américain
qui suggérait qu'on aurait affaire non pas au même type de spectacle, mais à un divertissement tout aussi intéressant. Les compagnons de Tombo ont eux aussi été rebaptisés. Toby, Jenny et leur fils Toby Jr., Billy, Suzy, Jimmy et Bob. Selon l'idéologie pseudo-scientifique de l'époque, les aborigènes sont classés au plus bas de l'échelle des races humaines et donc très recherchés pour les spectacles ethnographiques. On raconte qu'ils forment une espèce sous-développée, inadaptée à la vie moderne, en voie d'extinction. Je sais que peu de temps après les avoir recrutés, Cunningham les a embarqués sur un bateau au départ de Townsville. Ils voulaient pourtant revenir dans leur communauté. Ils voulaient rentrer chez eux. On imagine que ces personnes ne savaient pas très bien dans quoi ils s'engageaient. Cunningham a en fait dû confisquer leurs vêtements pour être sûr qu'ils ne s'échappent pas. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Sydney, 2 membres du groupe se sont échappés et l'un d'eux a poignardé un policier. L'affaire s'est terminée devant un tribunal. Le juge a quand même libéré les 2 fuyards pour les livrer pieds et poings liés à Cunningham. Ébranlé par ces événements, le groupe embarque précipitamment sur un ferry depuis le port de Sydney. Après une longue traversée, ils rejoignent le plus grand chapiteau du monde à New York. Barnum a tout prévu pour faire de sa nouvelle acquisition le clou de son spectacle. Il leur a inventé une histoire et taillé des rôles sur mesure. Trembler face à Billy, le chasseur aux terrifiantes scarifications. Succomber au charme de Suzy, princesse du Queensland. Vibrer devant Tombo, le féroce combattant dont la danse de guerre crée l'événement. Sur les affiches ou dans les livrets qui font la promotion des spectacles des aborigènes, on a l'idée de cannibales qui sont potentiellement dangereux, mais également aussi comme des personnes qui vont les divertir puisqu'ils sont présentés clairement comme des lanceurs de boomerangs. Et donc on retrouve un petit peu l'élément du cirque, bon, une certaine fascination pour la distraction, mais aussi pour le cannibalisme. La tournée s'enchaîne à une vitesse folle à travers l'Amérique. La troupe se produit dans plus de 130 villes américaines et canadiennes jusqu'à épuisement. Barnum et Cunningham gagnent des fortunes. Venir d'une île perdue du Nord Queensland pour être exhibé devant 30 000 personnes, je ne peux qu'imaginer l'horreur qu'ils ont dû ressentir d'être exhibés dans un pays étrange, entouré de gens étranges, de sons étranges et d'odeurs. Dieu seul sait ce qu'ils ont ressenti. En 1884, un an après avoir foulé le sol américain qu'il a parcouru sur des milliers de kilomètres, Tombo tombe malade et meurt au cours de la tournée. Cunningham fait momifier son corps et vend sa dépouille au musée d'une fête foraine à Cleveland. Désormais, les décès vont s'enchaîner. Mais le show, lui, va continuer. Cunningham sait qu'avec sa troupe, même amputé de quelques membres, il fera sensation en Europe. Il embarque pour Londres, capitale des zoos humains. Londres a une tradition de spectacle ethnographique dès le début du 19e siècle. On présente souvent Sarah Bartman, dite la Vénus Hottentote, comme une des premières exposées dans ce cadre-là, à la croisée des sciences et du divertissement. Au moment où les aborigènes arrivent à Londres, en 1884, l'Empire britannique est la première puissance impériale mondiale. Qu'entre 1810 et 1914, sur un siècle, l'Empire est passé de 10 millions à 400 millions d'habitants. Les aborigènes sont des acteurs. Ils
Ils travaillent avec un impresario, ils ont signé un contrat, ils ont même un petit salaire qui leur permet d'acheter vraiment simplement de quoi vivre. Et donc on peut les envisager comme de véritables sauvages professionnels. À Londres, Cunningham va retrouver Guillermo Antonio Farini, le plus grand impresario de troupes ethniques qui exhibe des bushmen du désert de Namibie à l'Aquarium Royal. C'est là qu'a été prise cette célèbre photographie pour la promotion de son exhibition. L'homme blanc domine ce peuple, la main sur l'épaule de l'enfant dans une posture paternaliste. Cette mise en scène, les aborigènes la connaissent bien. À Londres, ils sont tous les soirs à l'affiche du Crystal Palace, édifié en 1851 pour l'exposition universelle. Les cannibales d'Australie sont annoncés avec fracas. Leur succès est fulgurant dans la capitale des os humains. Je ne suis pas sûr que les personnes qui venaient visiter avaient cette distance en disant voilà, c'est un business, donc ce n'est pas vraiment vrai. Ils sont en train de jouer. Mais je pense qu'à l'époque, non, il n'y avait pas cette distance. Et c'est ce qui est extrêmement dangereux. Après l'Angleterre, les aborigènes partent pour une immense tournée dans les théâtres et les music-halls du vieux continent. Le Panoptique Castan de Berlin, l'Arcadia de Saint-Pétersbourg, les Folies Bergères de Paris, où les derniers survivants sont photographiés. Jenny et Toby Jr., qui finissent par contracter la tuberculose. On ne sait pas ce qu'est devenu Billy, le compagnon de Tambo. Les yeux de Billy sont vraiment tristes. Il doit se demander où il est. Il est confus. Il a l'air inquiet, presque déprimé. Il semble avoir une piètre estime de lui-même. En partant dans un autre monde, à l'étranger, il a perdu ses pouvoirs. Il est humilié parce qu'il est dominé par quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit faire. Dans notre société, il était respecté en tant que chef. Mais là, il ne l'est pas. Ça se voit. Avec l'aide du gouvernement australien, Grandad Walter a fait rapatrier les restes de Tambo, son ancêtre, sur ce terrain de l'île de Palm Island, pour qu'il repose enfin en paix parmi les siens. Le corps momifié de Tambo a été retrouvé en 1993 aux États-Unis, dans le sous-sol d'une entreprise de pompes funèbres de Cleveland. Quand on a ramené Tambo en bateau, le temps était nuageux, la pluie menaçait. Après la cérémonie de la fumée, quand on a déposé son corps ici, les larmes du ciel se sont déchaînées et il s'est mis à pleuvoir. Puis lorsqu'il a retrouvé sa terre, le ciel s'est dégagé. Tout était fini, accompli. Il était en paix chez lui. Il est enfin de retour sur la terre de ses ancêtres. Je sens sa force. Son esprit est de retour chez lui. Il est libre. Cette histoire doit être racontée. Tout simplement pour que les erreurs du passé ne se répètent pas à l'avenir. En cette période d'effervescence pour l'ailleurs et l'exotisme, les entrepreneurs de spectacles ne sont pas les seuls à comprendre l'intérêt des exhibitions. Les États coloniaux y voient une opportunité à saisir, celle de présenter à leurs citoyens leur colonie et le bien fondé de leur politique impériale. Car en cette fin du 19e siècle,
l'Occident connaît un nouvel élan colonisateur qui conduit les grandes nations européennes, mais aussi les États-Unis et le Japon, à se partager les dernières terres encore libres, dans l'impunité la plus totale, et notamment l'Afrique. Il y a eu une réelle volonté de diviser le continent africain en plusieurs colonies, qui satisferaient tout le monde. Il y avait donc les Britanniques, les Français et les Allemands qui possédaient des colonies en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Les Portugais étaient la plus ancienne puissance coloniale en Afrique. Les Italiens se sont ensuite intéressés au territoire du Nord-Est. Tous ces pays se sont simplement partagés entre eux le continent africain. Peu à peu, la planète devient la propriété de ceux qui se pensent les seuls civilisés. Et dans le même temps, les os humains se démultiplient pour légitimer cette domination coloniale sur le monde. Il y a eu sans aucun doute le sentiment que si l'on exhibait ces peuples lointains, cela nous renverrait une image de nous-mêmes. La soi-disant supériorité de notre civilisation était mise en lumière par l'exhibition de ces peuples primitifs, qui démontraient à quel point nous étions avancés. Il faut que le colonisé accepte, partage et participe au mythe qui le fabrique. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque coloniale, pas seulement en Afrique, mais aussi au Japon et ailleurs. Mais pour que le sauvage existe, il faut que celui qui est présupposé comme sauvage accepte quelque part qu'il l'est effectivement. En ce début des années 1890, les os humains passent un cap. Ils répondent à un objectif politique servi par une mise en scène savamment orchestrée. L'histoire de Moliko est celle d'une survivante. Après des mois d'humiliation, elle a pu rentrer chez elle dans son village, auprès des siens. Cent ans plus tard, chez ses descendants, le souvenir de son calvaire éclaire le traumatisme des exhibés. Moliko et ses compagnons font partie du peuple Kalina, amérindiens de Guyane, que l'on appelle alors en Europe les Galibis. Lorsqu'en 1882, Moliko et plusieurs membres de son village quittent les rives du fleuve Maroni en Guyane, le son des tambours les accompagne. Avec elle, 32 personnes se sont portées volontaires pour faire le voyage vers l'Europe. Les anciens me racontaient qu'au moment du départ, ils avaient fait une grande fête. Ce qu'ils ont retenu, c'est qu'il y avait un mât et que petit à petit, le bateau disparaissait à l'horizon. Jusque-là, on pouvait voir ce qui pouvait arriver. Mais dès que l'horizon était passé, c'était le silence. Les Kalina ne savent pas ce qui les attend. Mais l'explorateur français François Lavaux, envoyé jusqu'à eux par le ministère des colonies, a su les convaincre. Il leur a promis de l'argent, de belles découvertes et la garantie qu'ils seront bien traités. À cette époque, la France possède l'un des plus grands empires coloniaux au monde. Avec les Britanniques, c'est même près d'un tiers des terres émergées connues qu'ils se partagent. Mais il faut aussi faire connaître aux opinions cette puissance impériale. Les os humains sont donc une fabuleuse opportunité, car d'un seul coup, on va pouvoir faire vivre ces conquêtes impériales à ceux qui ne voyagent pas. Le jardin d'acclimatation maîtrise parfaitement la communication autour de chacune de ces exhibitions. Lieu de référence des os humains, le parc au Petit Train a déjà accueilli des dizaines de peuples. C'est là que vont être exhibés les Kalina. Avec Moliko, il y a aussi des hommes, des femmes, des enfants, venus libres et brutalement jetés dans les cages des os humains. Ils se retrouvent sauvages à Paris, à faire de la poterie,
à jouer avec des pirogues, à faire le sauvage et l'Indien devant des populations derrière des barrières. Leur humiliation est double. Ils ne sont ni reconnus pour ce qu'ils sont, et ils comprennent très vite qu'ils ne sont que des sauvages. Dans ce contexte d'humiliation permanente, les Kalinas sont, comme tous les exhibés de l'époque, les sujets d'études scientifiques à caractère racialiste. Non seulement les savants viennent les ausculter, mais désormais c'est leur image même qui est capturée. Car la fin du 19e siècle marque l'avènement d'une grande révolution, la photographie. Selon l'idéologie de l'époque, la preuve est faite à travers la photographie de l'organisation raciale de l'humanité entre civilisés et sauvages. Car l'image ne ment pas, dit-on. Elle est un outil scientifique dont l'usage répond à une véritable méthodologie élaborée par d'importants savants. Parmi les photographes les plus prolifiques de cette époque se trouve Roland Bonaparte, membre de la Société de géographie et savant reconnu. Dans son impressionnante collection anthropologique des peuples de la Terre, on trouve des dizaines de clichés de Molico et de ses compagnons. L'invention de la photographie anthropométrique par Roland Bonaparte a cette particularité que toutes les photographies de profil, de face, de dos sont prises à des distances qui sont réglementées, dans un décor qui est toujours le même. Ce qui permet une reproductibilité finalement de la photographie et ainsi de créer ces frontières entre les différentes races et la possibilité de les intégrer à la hiérarchie des races. Le rôle de ces modèles raciologiques, c'était aussi de montrer la force coloniale de la France. De dire, vous voyez, nous avons trouvé ces individus, ces populations, ces cultures dans un état vraiment extrêmement faible, extrêmement basse, etc. Et le rôle de la France est de les tirer de la misère et d'en faire des gens civilisés et peut-être dans quelques siècles des citoyens. C'était une action de propagande. L'exhibition des Kalinas est un véritable succès. Le public se précipite au jardin d'acclimatation. Les Kalinas sont l'incarnation parfaite de l'idée que l'on se fait des sauvages. Avec l'hiver, les maladies et l'épuisement, en peu de temps, une partie de la troupe décède à Paris. Pourtant, le spectacle se poursuit. Sur la trentaine d'Amérindiens partis en France, seuls 10 reviennent dans leur village. Parmi eux, Molico. L'histoire des Kalinas, elle est douloureuse parce que le peuple Kalina n'a jamais fait le deuil de ce qui s'est passé. Le deuil, c'est quelque chose d'essentiel chez le peuple Kalina. Un siècle après, il n'y a pas ce deuil. Caroline et Lydia sont mère et fille. Elles sont les descendantes directes de Molico. C'est la première fois qu'elles découvrent ces photos de leur aïeul et de ses compagnons d'infortune prises par Roland Bonaparte. Là, c'est Molico. C'était le prénom de ta grand-mère. Elle s'appelait Molico. L'autre, on ne sait pas qui c'est. Elle disait qu'ils avaient eu peur quand ils sont arrivés en France. C'est ce qu'elle disait quand elle parlait de cette histoire-là. C'est ce qu'elle m'a raconté. J'ai un peu de peine pour eux que je regarde ces photos. Mon père me parlait de ça, que sa grand-mère était partie, mais j'ai jamais vu les photos.
C'est aujourd'hui que je regarde les photos. Ce traumatisme mutique, les descendants ont aujourd'hui encore du mal à s'en défaire. Je ne trouve pas ça correct. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Blancs leur faisaient faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec eux? Si tu fais n'importe quoi avec une personne, cela veut dire que tu la maltraites. Mais un homme blanc qui emmène une personne doit la traiter correctement. C'est indécent de faire ça. Ils ont voulu imposer leur volonté aux Kalina. Mais peut-être que les Kalina n'ont pas obéi. Cela s'est fait ou pas? Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Aucun manuel n'existe, aucun enseignement n'est donné sur l'histoire amérindienne et aucun historien n'a travaillé, du moins jusqu'à aujourd'hui, sur cet aspect. Pourtant, c'est un élément de notre identité, certes, mais c'est aussi un pan de l'histoire de la France. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. L'exhibition des Kalina a été une étape majeure dans la mise en place d'une utilisation par l'État des populations colonisées à des fins de propagande. Désormais, le ministère des colonies prend les rênes des exhibitions humaines et donne son autorisation pour tous les spectacles privés. Les zoos humains, c'est le passage progressif d'un racisme scientifique à un racisme populaire. Et jusqu'à maintenant, on se demandait comment ce passage s'était fait. Il n'est pas passé par les livres. Il n'est pas passé par les films, le cinéma n'existe pas. Il n'est même pas passé par les photos ou par les romans de Jules Verne. Il est passé par une culture populaire où on allait voir le sauvage en se divertissant le week-end au jardin d'acclimatation de Paris ou au pied de la Tour Eiffel. C'est dans les zoos humains à Paris que sont tournées ces images animées d'Africains, parmi les toutes premières du monde. En ce début de XXe siècle, les empires deviennent les grands ordonnateurs d'immenses événements à leur propre gloire. Les expositions universelles et coloniales. Les zoos humains vont y occuper une place de choix pour devenir eux-mêmes de gigantesques rassemblements de populations des quatre coins du monde, avec toute l'emphase propre à ce nouveau siècle. Désormais, plus un occidental, plus une ville, plus un pays ne pourra passer à côté de ces prétendus sauvages. Les expositions coloniales, c'est la sensation de découvrir des mondes très différents, extraordinaires, très lointains, exotiques, mais à moindre frais. Elles racontent des histoires qui ne correspondent pas forcément à l'histoire, mais qui nous disent l'histoire de la nécessité de la conquête et donc de la nation. C'est-à-dire, nous sommes dans le fond le centre du monde. C'est nous le centre du monde. L'exposition de Paris 1900 est un hymne au progrès et à la modernité. Plus de 50 millions de visiteurs se pressent pour découvrir les 80 000 exposants. Un immense trottoir roulant baptisé rue de l'Avenir mène aux pavillons nationaux. Le public est invité à venir visiter les villages sauvages et autres pavillons exotiques présentant les peuples du monde. L'une des raisons de ces exhibitions était de montrer que certains peuples étaient mûrs pour la civilisation. Ils étaient exposés dans leur état naturel, comme primitifs. Une sorte d'argile qui pourrait être modelée par les empires en des peuples civilisés. Ces mises en scène traversent l'Atlantique, faisant entrer l'Amérique dans le jeu des grandes puissances. Parmi ces races dites inférieures, les Indiens présentés comme peaux-rouges tiennent une place importante à l'exposition de Saint-Louis. Le célèbre chef Apache Geronimo est désormais exhibé par Buffalo Bill. Le guerrier déchu vend ses souvenirs au public pour gagner quelques dollars. Et comme des centaines d'autres Indiens, il est figurant dans le célèbre Wild West Show,
racontant sa défaite. Un massacre transformé en spectacle joué par les survivants. L'exposition de 1904 est aussi la vitrine de la nouvelle puissance impériale de l'Amérique. Car les États-Unis viennent de s'emparer des Philippines pour en faire leur première colonie. Une étape clé dans leur prise de position au sein du nouvel ordre mondial qui jusqu'à présent se construisait sans eux. Alors, pour rappeler leur triomphe aux autres nations et à leurs propres citoyens, les organisateurs de l'exposition ont fait venir 1 millier d'Igorotes des Philippines. 1 millier, du jamais vu. Comment faire basculer l'opinion publique? Comment l'amener à soutenir l'occupation des Philippines? Grâce à une exposition universelle. L'exposition de Saint-Louis est devenue un projet national pour le gouvernement américain. Son intention était de l'utiliser pour mettre en scène ses colonies et prouver ainsi que le pays était désormais une force internationale d'un nouveau genre. Les 3e Jeux olympiques de l'ère moderne, inaugurés au cœur de l'exposition de Saint-Louis, affirment cette nouvelle puissance. Les organisateurs en profitent pour lancer les journées anthropologiques, des compétitions à caractère raciste réservées aux représentants des peuples dits non civilisés, jugés incapables de rivaliser avec une nation occidentale. Il faut faire éclater aux yeux du monde la supériorité de la race blanche. La fracture raciale est partout, jusque dans le sport. Tous les anthropologues cherchent à prouver que parmi l'ensemble des différences entre les êtres humains, la race est sans aucun doute la plus fondamentale. Ils s'efforcent donc d'étudier et d'introduire l'idée que les races sont des catégories légitimes pour expliquer et comprendre ce qui différencie les êtres humains. La démarche des anthropologues est absolument essentielle au moment de l'émergence des empires, car elle permet aux pouvoirs impériaux de prendre toutes sortes de décisions en vertu de critères raciaux. Parmi ces populations exhibées, il en est une qui bat des records de popularité. 6 Africains de petite taille attirent tous les regards. Ce sont les Pygmées batois, originaires du Congo belge. Le département d'anthropologie de Saint-Louis a financé une expédition en Afrique, dirigée par l'explorateur Samuel Werner, pour les ramener et les présenter en exclusivité au public. Otabenga mesure 1,41 m. Jeune homme au sourire énigmatique, il va devenir bientôt le plus populaire d'entre eux. Samuel Werner a été spécialement engagé pour ramener des Pygmées parce que l'on considérait à cette époque qu'ils étaient le peuple le moins civilisé de la planète. Et donc, le but de l'exposition universelle de Saint-Louis était de comparer l'évolution humaine en partant des moins civilisés, les Pygmées étant censés représenter la forme la plus basse sur l'échelle humaine. Depuis 1885, le Congo est la propriété personnelle du roi belge Léopold II. Il en est le maître incontesté, et sa domination est particulièrement violente et brutale. Les exactions sont légion. Samuel Werner a raconté lui-même comment il a capturé les Pygmées. Il décrit les pleurs des gens alors qu'il les faisait monter sur les bateaux et comment certains se sont échappés. Et il précise aussi qu'il a dû utiliser la force dans les villages. Il était armé et surtout il avait l'accord et le soutien d'un régime brutal pour mener à bien sa mission. En réalité, Samuel Werner achète Otabenga à des trafiquants qui le retiennent prisonnier. Puis, il embarque depuis Pointe-Noire sur un cargo à destination de la Nouvelle-Orléans. Ils n'avaient aucune raison d'être heureux de leur premier voyage aux États-Unis, vu la façon dont ils ont été traités.
Toutes les parties du corps d'Ota Benga ont été mesurées par des gens qui affirmaient que les Africains étaient différents. Leur tête était plus petite, leur pénis soi-disant plus long. Il était traité comme un objet, pas comme un être humain. À cette époque, aux États-Unis, la question raciale est au cœur du système. Contrairement à l'Europe, la population noire y est présente depuis des siècles. Elle n'a rien d'exotique. Mais elle est plus encore méprisée aux yeux des Américains. Les sauvages sont à l'intérieur du pays. L'esclavage a été aboli à peine 40 ans plus tôt, en 1865. La ségrégation est partout et les lois Jim Crow imposent depuis 1876 la séparation entre blancs et noirs. Le premier grand film de l'histoire du cinéma américain, Naissance d'une nation, de D.W. Griffith, met en scène la guerre de sécession. Il reflète les mentalités racistes d'alors et fait l'apologie du Ku Klux Klan, qui lynche par centaines des Noirs américains dans le sud des États-Unis. Tout ce qui peut contribuer à légitimer la ségrégation, à démontrer que l'homme de couleur est fondamentalement inférieur à l'homme blanc, est bon à prendre. Saint-Louis était une ville ségrégationniste. Et si on cherchait à justifier la ségrégation raciale, l'exhibition d'Ota Benga et des Pygmées contribuait sans aucun doute à valider cette idée, légitimant la logique qui sous-tend la ségrégation. Les Afro-Américains étaient peut-être supérieurs aux Pygmées, mais toujours plusieurs échelons en dessous de la soi-disant glorieuse civilisation, établie selon les critères de Saint-Louis-la-Blanche. On a utilisé leur soi-disant infériorité génétique pour justifier leur asservissement. Et donc, même avec l'émancipation des esclaves afro-américains, il y avait encore de bonnes raisons de continuer à les opprimer, de les traiter en inférieurs. C'était prouvé scientifiquement. Entre tous les spécimens présentés à l'exposition, les Pygmées excitent plus que tout autre la curiosité des visiteurs. Ils symbolisent la sauvagerie absolue. Leur petite taille est le fruit d'une adaptation morphologique au milieu de la forêt équatoriale dans laquelle ils vivent. Mais selon les Occidentaux, elle est la marque de leur sous-humanité. Ils voient à travers eux la confirmation que l'homme descend bien du singe, la preuve de la théorie darwinienne sur le fameux chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Jour après jour, Ota Benga subit la vulgarité et le mépris des Américains. Les dents d'Ota Benga sont très certainement la cause de l'expérience épouvantable qu'il a vécue aux États-Unis. Elles étaient taillées en pointe, ce qui est une coutume très répandue au Congo, mais cette image a véhiculé l'idée qu'il était cannibale, ce qui n'était bien entendu pas le cas. L'escroquerie fait le succès de Samuel Werner. Il reçoit la médaille d'or de Saint-Louis lors de la cérémonie de clôture de l'exposition, qui aura attiré près de 20 millions de spectateurs. Après un aller-retour au Congo, l'explorateur ramène finalement Ota Benga à New York. Son aventure américaine reprend pourtant derrière des barreaux. Nous sommes en 1906. Samuel Werner, n'ayant pas les moyens de faire vivre son pygmée, il le loue au directeur du zoo du Bronx, qu'il exhibe dans une cage aux singes. Il lui demande de jouer avec son arc et ses flèches pour faire plus sauvage. En quelques années, plus de 40 000 personnes viennent le voir dans son enclos, aux côtés d'un chimpanzé, son nouveau partenaire, avec qui il monte de petits numéros. Il y a eu un tollé dans la presse. Pas seulement dans la presse afro-américaine, mais aussi dans la presse traditionnelle, qui affirmait que c'était vraiment dégradant et contraire à ce qu'une nation civilisée doit faire. À tel point que les autorités du zoo, en accord avec quelques élus de la ville de New York, ont trouvé un arrangement
pour envoyer Ota Benga à l'orphelinat. Désormais libre et pris en charge par une communauté religieuse, Ota Benga espère pouvoir enfin s'intégrer dans son pays d'adoption. Les pasteurs noirs qui l'accueillent en 1910 lui offrent une éducation chrétienne occidentale. Il va à l'école primaire, prend des leçons d'anglais. Quelque temps après, il est envoyé à Lynchburg, en Virginie, où il fait la connaissance d'Anne Spencer, poétesse afro-américaine respectée et militante des droits civiques. Elle lui apprend à écrire. Entouré et soutenu, Ota Benga tente de vivre normalement et de travailler. Mais pour un pygmée du Congo, cette adaptation est impossible au pays du Ku Klux Klan. La fin de l'histoire intervient au moment où éclate la Première Guerre mondiale. Ota Benga comprend clairement qu'il sera très difficile pour lui de rentrer au Congo. On ignore ce qui a précipité son passage à l'acte, mais il se donne la mort. Il prend une arme, il quitte son domicile et se tire une balle dans le cœur. Ainsi disparaît, 12 ans après son arrivée aux États-Unis, le plus célèbre sauvage que la culture américaine du spectacle a enfanté. Son corps n'a jamais été réclamé par le Congo. L'histoire d'Ota Benga raconte l'histoire du racisme. Des milliers de personnes ont vu Ota Benga et n'ont pas vu un être humain. Et on comprend comment, tout au long de l'histoire, effectivement, certains discours ont délégitimé des hommes et des femmes. Certains discours ont construit la supériorité prétendue des personnes de couleur blanche. La Première Guerre mondiale marque un tournant dans le rapport aux exilés et aux populations coloniales. Les deux grandes puissances britanniques et françaises ont choisi par opportunisme militaire et économique d'enrôler les populations de leurs colonies dès 1914. Elles les considèrent désormais potentiellement civilisables et utiles, dès lors qu'elles sont placées sous contrôle. Contrairement aux Français et aux Britanniques, les Italiens et les Allemands vont refuser d'intégrer des troupes coloniales. Tout simplement parce qu'il faut préserver la séparation raciale, qui est alors un dogme. Et on voit qu'il y a donc des différences d'appréciation entre les métropoles coloniales. En cette année 1917, la guerre bat son plein. Les États-Unis, pays de la ségrégation, entrent dans le conflit et décident d'envoyer des troupes de soldats noirs en Europe. Une poignée combattra. À une condition néanmoins, qu'ils opèrent sous commandement français. Leur présence au front marque un tournant majeur dans les imaginaires. Voilà comment les Noirs américains débarquent en nombre dans l'Hexagone et montrent à l'Europe un visage totalement inédit et moderne de ceux que l'on appelle encore les nègres. Près d'1 million de combattants et de travailleurs des empires coloniaux ont débarqué entre 1914 et 1918. C'est un des plus grands flux migratoires que va connaître le continent européen sur une si courte période. La rencontre avec 1 million d'hommes non blancs qui sont venus sur les champs de bataille, dans les usines ou dans les champs pendant la Première Guerre mondiale va profondément changer le regard. Ils n'étaient pas connus si ce n'est dans les os humains jusqu'alors. Et d'un seul coup, il y a une proximité, il y a un contact, il y a une rencontre même. Et cette rencontre modifie totalement le regard de l'Occident sur ces mondes autres, sur ces mondes coloniaux. Le sauvage d'hier s'est transformé en brave combattant ou en indigène travailleur. Aux yeux des États qui le mobilisent, il s'est retourné contre plus sauvage que lui, l'Allemand. Au lendemain de la victoire, les soldats afro-antillais, hindous, afro-américains
Kanaks, Maghrébins et Asiatiques de l'armée française et des armées alliées défilent sur les Champs-Élysées, sous les vivas de la foule. Les exhibitions humaines d'après-guerre n'ont plus rien à voir avec celles d'avant la guerre de 14-18. Désormais, il faut dire que ce ne sont plus des sauvages. Certes, ce sont des indigènes. Ils ne sont pas nos égaux. Mais ils ne sont plus dans les ténèbres. Ils sont entrés sur la phase de la civilisation. Il faut maintenant montrer que ces indigènes, ex-sauvages, sont au service des grandes nations coloniales. Il faut montrer la pacification de ces territoires. Il faut les mettre en scène. Il faut jouer sur le folklore, l'exotisme, voire l'érotisme des corps. Il faut tout simplement montrer un monde qui fonctionne sous l'hégémonie de l'Occident. Le dispositif change, l'objectif est toujours le même, montrer que le maître est ici et qu'ils sont là-bas, des indigènes. À Marseille, en 1922, ce n'est plus le sauvage que l'on montre, c'est l'indigène sur la voie de l'émancipation. Il n'est plus question désormais d'aller chercher au compte-gouttes des exhibés inexpérimentés. Les organisateurs font appel à des recruteurs qui sont eux-mêmes des exhibés aguerris, d'anciens chefs de village, devenus recruteurs de troupes dans les empires coloniaux. Ils travaillent main dans la main avec les organisateurs. Certains d'entre eux sont devenus des stars dans le milieu de l'exhibition. C'est le cas de Jean Thiam, un bijoutier sénégalais. Il a la particularité d'avoir un oncle qui était impliqué dans les expositions coloniales internationales, qui lui a proposé relativement jeune de s'exhiber comme artisan bijoutier. Donc il a commencé à peu près à l'âge de 23 ans, à s'exhiber dans des villages africains. Et comme il avait beaucoup de bagou, qu'il avait une personnalité assez forte, qu'il était écouté des gens, eh bien à 30 ans, on l'a chargé de devenir chef de village, recruteur, et donc d'organiser des villages africains en France. D'année en année, il prend du galon. Il devient chef de village aux exhibitions de Perpignan et de Lyon en 1899. Ferdinand Gravier, un impresario français spécialiste des villages noirs, le repère et l'engage pour faire de lui son recruteur attitré. 100, 150, des fois 200 personnes vont venir en figurant. Il est conseiller pour nos gens en 1907. Il va permettre en 1910 à Clermont-Ferrand de constituer toute la troupe. Il devient inévitable pour avoir une troupe de qualité qui plaît aux autorités publiques parce qu'on sait en plus qu'il fait respecter les contrats. À l'exposition coloniale de Marseille en 1922, sa troupe est extrêmement diversifiée. Il y a des artisans, des lutteurs, des danseurs, des cuisinières, des bébés et des enfants. Le visiteur déambule émerveillé au milieu de plusieurs centaines d'Africains recrutés par Jean Thiam à Dakar. Des Soudanais, mais aussi des Malgaches, des Wolofs du Sénégal, des Peuls, des Bambara du Kaarta, ou encore des Maures de la Dra. Un spectacle que viennent admirer des millions de curieux. Chacun à sa place, le dominant et le dominé. C'était une exposition coloniale très soutenue par la Chambre de commerce de Marseille, c'est-à-dire c'est les armateurs, c'est les gens qui font du commerce avec les colonies qui étaient aux premières lignes. Et le choix de Marseille, c'est parce que Marseille était un grand port de l'Empire. Tout ce qui partait vers l'Asie et vers l'Afrique partait de Marseille. Donc c'était à la fois la conjonction de Marseille, ville portuaire et capitale coloniale, entre guillemets, et les différentes colonies. Au milieu de cet empire mis en scène et fantasmé, s'élève le temple d'Angkor Wat, avec ses danseuses khmères. Les petites danseuses cambodgiennes exécutent chaque jour devant le visiteur un simulacre de ballet traditionnel pour promouvoir une vision fantasmée de l'Indochine. Et ça marche, le public est ravi. On vient se rincer l'œil. Dans les images vendues à cette époque, le corps de l'indigène est au cœur d'un fantasme érotique. L'imagerie joue sur une mise en scène explicite. Position lascive, corps à moitié nu, mouvements érotisés qui suggèrent une sexualité débridée,
moteurs de fantasmes qui vont traverser le siècle. Ce qui était inquiétant dans la manière de montrer l'autre, c'est que l'autre était volontairement mis en scène pour faire ressortir sa nudité. Les visiteurs n'auraient jamais accepté d'être montrés de la sorte. Par exemple, une poitrine dénudée. On n'aurait jamais vu une femme européenne se promener seins nus. Se pose alors le problème du voyeurisme corporel, qui est inacceptable dans la société soi-disant évoluée, mais qui est tolérable quand on observe les autres. Parce qu'il est recruteur, Jean Thiam, ici, au milieu des organisateurs, échappe à son statut de simple exhibé. Il est libre de ses mouvements. Il fait depuis des années de nombreux allers-retours entre l'Europe et l'Afrique pour recruter de nouveaux figurants. Il en a profité pour faire fructifier son argent et sa notoriété dans son pays natal. Il devient maire adjoint de l'île de Gorée. Il ouvre de nombreuses boutiques et des ateliers de forgerons à Dakar. Il financera, après l'exposition de Marseille, le premier grand club de football sénégalais. Du côté des exhibitions, ses médailles s'accumulent, témoignage de sa réussite au pays des Blancs. Il faut savoir que dans les grandes expositions coloniales et universelles, il y a des compétitions. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, un peu comme les Jeux Olympiques. C'est en fin de compte le plus beau village, le plus bel artisan, la plus belle pièce réalisée, le meilleur produit va être primé. Mais il y avait même une concurrence à l'intérieur de ces villages, celui qui aurait le plus fasciné ou intéressé les visiteurs. Jean Thiam recevra même la Légion d'honneur en 1920 pour service rendu à l'entreprise coloniale de la France. On croyait toutes ces décorations perdues après sa mort en 1927. Mais Ndiogou Seck, son descendant, les a précieusement conservées dans sa maison à Dakar. Son aïeul, enterré non loin de là, à Gorée, est toujours présent à travers ses médailles. C'est bien emballé, hein? Ouais. Ah, il le faut, quoi, pour conserver ça. On a devant nous les médailles de Jean Thiam. Elles représentent une exposition. Comme par exemple ici, Grand Prix d'exposition universelle, Paris 1900. Ici, exposition de Nantes. Comme cette médaille-là, les expositions, c'était pour montrer comment les Africains vivent, quoi. Ils amenaient des lutteurs, des cordonniers, des bijoutiers. Ils montraient beaucoup de choses, quoi. Ce qu'on trouve ici en Afrique, ils amenaient ça là-bas. Les médailles de Jean Thiam éclairent aujourd'hui le rôle primordial des recruteurs dans l'organisation des expositions coloniales. Ils étaient un des maillons essentiels de l'organisation des eaux humains de l'entre-deux-guerres. Le paradoxe chez Jean Thiam, c'est qu'il s'est fait une belle carrière, mais il l'a quand même fait, on peut dire, un petit peu sur le dos de ses congénères sénégalais. Donc c'est vraiment une ambiguïté sur ce personnage qui a promu une image des Sénégalais qui sont quand même des vraies caricatures et des vrais stéréotypes. L'arrivée de l'artiste noire américaine Joséphine Baker dans l'univers du spectacle 3 ans après l'exposition de Marseille bouleverse ces stéréotypes coloniaux. L'Europe fascinée la découvre en 1925, alors que commence à gronder dans certains milieux la contestation contre la colonisation et les exhibitions. Suscitant détestation autant qu'adoration, la nouvelle reine des nuits parisiennes se joue de l'image des sauvages. Joséphine Baker va déplacer le regard des spectateurs sur la question du sauvage parce que on commence à se rendre compte que ce sauvage est une fabrication. La fameuse ceinture de banane permet de convoquer l'Afrique et les spectateurs ne sont pas dupes. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils prennent Joséphine Baker pour la vraie sauvage.
Ils savent très bien qu'elle est américaine, que ce n'est pas une africaine. Et du coup, c'est en cela que l'on peut voir une distance critique aussi par rapport à ce qui avait pu être fabriqué par le passé. Joséphine Baker, incarnation de la sauvage désinvolte, transforme l'outil de domination des Blancs en espace d'affranchissement. Femme épanouie, fière de son corps, elle fait hurler tous les racistes d'Europe. Avec elle, le spectacle exotique devient politique. Joséphine Baker est rapidement suivie dans toute l'Europe par de nombreux artistes, intellectuels et écrivains qui comprennent que le mythe colonial peut être ébranlé de l'intérieur. Deux visions du monde commencent à s'affronter, entre ceux qui rejettent les populations non européennes et ceux pour qui le respect de l'autre devient une évidence. Les Eaux-Humains font peur parce qu'ils contredisent presque la totalité du récit que nous avons fabriqué à notre propre sujet. Ils contredisent ce que nous pensons être notre identité. Ils contredisent l'idée même de la démocratie. Donc, ils sont dangereux. Marius Calloway a 21 ans quand il accepte de quitter sa Nouvelle-Calédonie natale pour Paris, avec une centaine d'autres Kanaks. Nous sommes en 1931. Il ne se méfie pas lorsqu'un officiel français lui propose avec d'autres de partir présenter leur culture et leur colonie à l'exposition coloniale de Vincennes. On leur assure qu'ils seront de retour 8 mois plus tard. Une centaine de personnes acceptent de faire le voyage. Ils sont instituteurs, élèves, employés des douanes, maîtres d'hôtel ou matelots. Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils vont devenir les héros terribles d'une des plus grandes humiliations de l'histoire de France. Il y avait des Kanaks de Lifou, d'Ouvéa, de Marais. Il y a eu des chefs aussi qui sont partis. Et souvent, les sujets, puisque c'était des sujets, disaient aux chefs, ben non, moi je vais partir à ta place, c'est pas la peine que tu partes, je vais partir. Ben, c'est ce qui s'est passé avec mon père. Mais mon père, il était aventurier, il avait envie de partir. J'ai de la peine parce qu'il a ressenti de la peine aussi. Parce que quand on l'a traité comme ça, il a dû se dire, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Sur le pont du bateau qui les conduit en France, on leur demande de répéter des chants guerriers et on leur impose de parler un dialecte pour faire plus sauvage, alors que tous maîtrisent parfaitement le français. C'est là qu'ils apprennent que le gouverneur de la colonie a signé pour eux un contrat de 2 ans et qu'ils ne vont pas à l'exposition coloniale comme convenu, mais au zoo du jardin d'acclimatation. C'est un groupe déjà anéanti qui débarque à Marseille. Ils ont laissé derrière eux, en pleine mer, quelques-uns de leurs compagnons, morts de la malaria pendant la traversée, et jetés à l'eau, sans la moindre cérémonie. Alors qu'ils arrivent au jardin d'acclimatation, Marius apprend qu'il n'aura pas le droit de sortir seul de son enclos, de se reposer, de prier. Aucune promesse n'est tenue. Il est tombé dans un piège. On se croirait revenu au 19e siècle. C'est quand même affreux, parce qu'il fallait qu'il fasse la coutume toute la journée, il fallait que les femmes allaitent devant tout le monde, il fallait qu'il fasse les pirogues, qu'il danse toute la journée. C'était des esclaves, quoi. Moi, je trouve que c'est pas digne, quoi. J'ai beaucoup de peine, je suis en colère, mais bien sûr, il n'y a pas eu mort d'homme. Mais ça ne devrait pas exister que des hommes traitent d'autres hommes comme ça, quoi. Une partie de la troupe est envoyée en Allemagne, tandis que l'autre, 2 fois par semaine,
se produit à l'exposition coloniale de Vincennes. Les organisateurs les exhibent comme des indigènes de Nouvelle-Calédonie pour animer le pavillon officiel de la colonie. Contrairement au jardin d'acclimatation, il n'est pas question de les montrer comme des sauvages, mais bien comme de braves indigènes de l'Empire. La Grande France met en scène le rayonnement de son empire, alors à son apogée. 100 millions d'habitants, 11 millions de kilomètres carrés, soit 2 fois l'Empire romain. Pour imaginer l'exposition coloniale, il faudrait prendre Disneyland aujourd'hui, multiplié par 2 ou 3, et non pas à 30 km de Paris, mais directement au cœur même de Paris, dans d'anciens arrondissements ouvriers, comme ça, qui sont complètement remodelés. On est là, dans ce monde du début du cinéma. Le parlant arrive tout juste. Là, d'un seul coup, on a une reconstitution grandeur nature, c'est Hollywood. L'exposition est inaugurée au printemps par le président Gaston Doumergue et le maréchal Lyautey, avec à leur côté le sous-secrétaire d'État aux colonies, Blaise Diagne. En quelques mois, 33 millions de tickets sont vendus. La façade du Palais des Colonies en bas-relief, conçue pour l'occasion par le sculpteur Alfred-Auguste Janniot, est une immense fresque de 1130 mètres carrés qui illustre les richesses économiques et humaines des colonies françaises. À l'intérieur du palais, une fresque du peintre Ducos de la Haye représente des allégories et des scènes de la vie quotidienne, évoquant les apports de la France aux colonies. L'ensemble concourt à fabriquer un imaginaire colonial autour des indigènes exhibés. Je pense que 1931, c'est l'apogée, mais ça veut dire que s'amorce véritablement la chute. Qu'il faut montrer que cette histoire qui a coûté de l'argent, de l'investissement, qui a coûté d'énormes débats politiques dans toutes les assemblées. Donc il faut montrer que tout ça n'a pas été inutile et qu'on a tenu un petit peu cette promesse d'avoir élevé des peuples inférieurs à quelque chose qui se rapproche de la norme de la métropole. Dans le monde entier, des voix commencent à s'élever contre les os humains. Pour la première fois, un gigantesque scandale éclate. En France, la Ligue des droits de l'homme, les communistes et même d'anciens colons de Nouvelle-Calédonie protestent. La critique est unanime. Cette mise en scène ne passe plus. On ne peut pas glorifier la mission civilisatrice de la colonisation et montrer dans le même temps de faux sauvages. Les Kanaks, eux-mêmes exhibés en Allemagne, se rebellent. Ils acceptent de moins en moins de jouer le jeu. La protestation est telle que le ministre des colonies met en demeure le jardin d'acclimatation d'arrêter l'exhibition et de faire revenir la partie de la troupe qui était en Allemagne chez Hagenbeck. Il faut sauver l'honneur de la République française, qui ne peut s'avilir en cautionnant pareille mise en scène. Les autorités décident de rapatrier la troupe. Les Kanaks retrouvent leur terre en juillet 1932. Marius Calloway, lui, ne veut pas repartir. Son avenir, il le voit en France. Il refuse d'embarquer sur le bateau à Marseille et part rejoindre la femme qu'il aime. Elle est française. Elle s'appelle Juliette Gabrielle Favre. Elle est l'unique belle histoire qui lui soit arrivée en France. Quelques semaines plus tard, le couple se marie à Bordeaux. Et alors, il y a quelque chose qui est surprenant quand même. Sur le contrat et le mariage, il s'est marqué « La future épouse demande à garder la nationalité française ». Parce que les Kanaks, ils étaient considérés comme des étrangers, quoi. Alors que c'était des colonies françaises, mais enfin... Sylvette vient au monde 1 an plus tard. Alors qu'elle n'a que quelques mois, Marius meurt, écrasé par un tramway. Toute sa vie, sa famille lui a caché que son père était kanak. Il lui faudra attendre un âge avancé pour découvrir ses origines grâce à une amie journaliste.
Sylvette revient aujourd'hui au jardin d'acclimatation, où a été exhibé son père. C'est une histoire de la France et une histoire de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai que, bon, moi je suis fière parce que c'est mon père, mais après, comme on l'a traité, ça fait quand même un coup, quoi. C'est pas très réjouissant, quoi. Surtout que je l'ai pas connu, donc voilà, c'est pas banal, quoi. C'était le colonialisme français, quoi. C'était l'époque. C'est honteux, moi, je trouve. Mais il faut dire la vérité, il faut savoir les choses. C'est pas notre faute à nous. Si ça s'est passé, ça s'est passé, mais il faudrait que ça se reproduise pas, quoi. Mais ça fait quelque chose, parce que j'ai l'impression que ce jardin, il est chargé de ces hommes-là, quoi. En 2006, Sylvette a fait rapatrier la dépouille de Marius en Nouvelle-Calédonie. Il repose aujourd'hui parmi les siens, dans le cimetière de Natalo, à Lifou. Il est revenu en bateau, on l'a amené dans la tribu, là, on a fait des repas, il y a les enfants qui ont chanté, et tout le monde a parlé, tout le monde a expliqué l'histoire, il est revenu, quoi. Il est revenu chez lui. L'exhibition des Kanaks est l'une des dernières en Europe. Le scandale est tel qu'il n'est plus possible d'organiser de tels spectacles. Durant la décennie qui s'écoule jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les zoos humains et les expositions coloniales disparaissent peu à peu. Les dernières expositions de ce genre auront lieu à la fin de la décennie en Grande-Bretagne, au Portugal, en Allemagne ou en Italie. Le genre a été épuisé, il n'est plus rentable, le public s'est lassé. Seuls quelques irréductibles s'accrochent encore, mais ce qu'ils produisent est d'une médiocrité si évidente que le visiteur n'y croit plus. Dès 1930, on sent venir la fin des zoos humains. D'un seul coup, apparaît toute la manipulation, apparaît le scandale. Mais il y a aussi une forme de désintérêt du public qui va ailleurs, trouver du frisson sauvage. C'est au cinéma que ça se passe. En moins de 3-4 années, les zoos humains vont totalement disparaître de l'Occident. C'est au cinéma désormais que l'autre est mis en scène. C'est à travers lui que voyage à présent l'imaginaire, comme ici, dans le premier King Kong de Merian Cooper et Ernest Schoedsack, réalisé en 1933. C'est désormais une machine parfaitement huilée qui va produire des terribles sauvages que le cinéma offre au regard du public. Le spectateur n'est pas dupe, les réalisateurs ne sont pas dupes. On s'amuse avec une nouvelle exotisation, mais ce qui va prendre une force extrême, c'est la musique. Et c'est le rapport au rythme aussi. C'est pour ça que ça ne pouvait se faire, je pense, qu'avec le cinéma parlant. À l'heure où certaines revendications coloniales semblent vouloir s'affirmer, Pâté Journal croit nécessaire de présenter ce rapide inventaire de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour à l'abri de nos couleurs. La fin des zoos humains marque le début des révoltes qui annoncent les guerres de décolonisation. Sortir des zoos, c'est sortir de la domination coloniale. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, mais une ère de conflit et de douleur. Les 20 années qui vont suivre, de 1940 à 1960, seront les plus sombres et les plus violentes que le XXe siècle ait connues. Seconde Guerre mondiale, décolonisation, soulèvement contre la ségrégation aux États-Unis. La planète est traversée par des luttes d'une violence extrême. Cette longue page de l'histoire ne s'achève réellement qu'avec les indépendances, dans les années 1960-1970. Désormais,
l'Occident cherchera par tous les moyens à effacer ce passé honteux. Pendant plus de 30 ans, les os humains sont bannis de notre mémoire collective, enfouis dans les caisses fermées à double tour de nos musées. C'est le temps de l'oubli. L'histoire des os humains est oubliée pour deux raisons simples. C'est de l'histoire de la culture populaire. C'est pas de la grande histoire coloniale. C'est qu'on l'a oublié parce que des chercheurs, dans les années 50, 60, 70, 80, ont totalement trouvé ce phénomène parcellaire, n'ont pas été regardés dans les archives, ne se sont pas intéressés à Buffalo Bill autrement que ce qu'était Buffalo Bill. Et aujourd'hui, on commence à redécouvrir tout ça parce qu'on se pose une question qui est simple. Mais comment les gens en Occident ont pu croire que de l'autre côté des mers, il y avait des sauvages? Au milieu des années 1990, des chercheurs et des directeurs de musées commencent à ouvrir les caisses, à fouiller dans les archives et même à exhumer les restes conservés. Ils sortent les os humains de l'oubli. En à peine 2 décennies, le silence laisse place à la parole. Des artistes, des écrivains s'emparent à leur tour de cette histoire controversée. C'est le cas de la photographe américaine Ayanna Jackson, qui réinvestit les clichés anthropologiques du 19e siècle. Dans sa série Archival Impulse, elle occupe à la fois la position du photographe et celle de sujet. Par cette performance, elle décrypte à la fois le sens racial des exhibitions et l'origine du racisme. Mon engagement est vraiment de restituer la complexité du fait d'être noir, pas blanc, et de résister à la manière dont on nous a racialisés, d'ajouter d'autres récits au dialogue, de nous redemander d'être instruits ou d'être conscients et critiques par rapport à notre consommation d'images. Les images sont tellement puissantes qu'il me semble dangereux de les consommer passivement. Voilà, c'est ma mission. Et c'est effectivement une forme d'engagement politique. Il est important de comprendre le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre pourquoi il y a du racisme dans nos sociétés, obligatoirement, il faut questionner les os humains. Il faut questionner l'histoire de la colonisation, il faut obligatoirement questionner l'esclavage. Et donc, vous arrivez à comprendre pourquoi encore aujourd'hui, il y a une domination. Pour faire le deuil de ce passé, il est nécessaire que les corps reposent en paix. Malgré les obstacles, ce processus est en marche, notamment depuis le retour en 2002 des restes corporels de la Vénus hottentote, sur sa terre natale, l'Afrique du Sud. On se rend compte de plus en plus que cette histoire non digérée est vraiment restée dans la mémoire collective. De plus en plus de pays redemandent leur histoire, en quelque sorte. Et lorsqu'on parle des restes humains qui sont dans nos collections, dans les musées, dans les universités, dans les hôpitaux, partout, on a des milliers et des milliers de squelettes en Europe qui sont arrivés ici de manière illégitime. Et en rendant une squelette, c'est aussi reconnaître cette histoire coloniale. L'enjeu est désormais international. De nombreux corps restent encore inaccessibles. Rendre les corps, retrouver les corps dans le musée, retrouver les corps sur les lieux mêmes d'exhibition, c'est d'une certaine manière apaiser les consciences, rentrer dans des mémoires pacifiées. Faire aussi que chacun puisse arriver à faire le deuil sur ce passé. Le regarder en face, certes, mais aussi tourner la page, pour que demain, on puisse dépasser la violence raciale pour construire un destin différent et commun. Rendra-t-on un jour à sa terre le corps de petite Capeline, enterré au jardin d'acclimatation de Paris, comme on a pu le faire pour celui de Tambo, retrouvé empaillé dans une boutique funéraire de Cleveland?
Écrirons-nous un jour le récit de Molico pour qu'il entre à jamais dans l'histoire de la Guyane et dans celle de la France? Comment perpétuer le souvenir de Marius Caloé pour dépasser les guerres de mémoire sur sa terre de Nouvelle-Calédonie? Comment intégrer enfin la personnalité de Jean Thiam dans le récit colonial entre l'Occident et l'Afrique? Et comment faire pour qu'un jour le corps d'Otabenga soit réclamé par le Congo afin de l'inscrire dans l'histoire de son pays? C'est désormais le devoir d'une génération de sortir cette histoire de l'oubli pour apaiser les mémoires et tourner définitivement la page des os humains.